Bonjour, nous inaugurons aujourd'hui un cycle de conférences qui seront consacrées à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Pourquoi s'intéresser à cette organisation de la société civile? Bien, tout simplement parce que cette institution est la plus vieille qui a été instaurée au Canada et au Québec en particulier. Cette institution a joué un rôle majeur dans le développement de la société québécoise et cette institution a servi à assurer la cohésion de la société québécoise en produisant des normes, des règles et des valeurs qui orientent les comportements individuels et collectifs. Elle a créé aussi les conditions de l'action collective en accumulant des ressources et en sélectionnant des leaders qui ont joué un rôle majeur dans l'histoire politique du Québec. Cette institution existe depuis 1834 et je dois ici peut-être situer le contexte historique dans lequel s'est créée cette organisation. Il faut savoir que le début du 19e siècle, aussi bien en Europe qu'en Amérique, est le début de l'application du principe des nationalités. Depuis la Révolution française, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes est un principe inhérent à la pensée libérale. Il s'est matérialisé évidemment avec la Révolution américaine et par la suite avec l'accession à l'indépendance de plusieurs colonies de l'Amérique latine. Il faut aussi comprendre qu'à cette époque, en 1830, le principe des nationalités est au cœur des débats politiques en Europe. Les Grecs vont acquérir leur indépendance, les Serbes le feront aussi par rapport à l'Empire ottoman, et les Belges vont devenir un pays indépendant de la Hollande en 1830. C'est donc dans ce contexte d'ébullition des idées que la Société Saint-Jean-Baptiste sera créée. Cette brève rétrospective nous montre une chose, c'est que contrairement à ce qu'on a souvent prétendu, les Canadiens au début du 19e siècle n'étaient pas un peuple refermé sur lui-même, ce peuple était ouvert aux influences étrangères et surtout ce peuple était très bien informé puisque les journaux de l'époque suivaient attentivement ce qui se passait dans les différents pays, soit d'Europe, soit d'Amérique. Cette tendance à affirmer de nouvelles nations à partir du début du 19e siècle va aussi se répercuter dans des pays ou dans des nations, disons, moins heureuses, plus malheureuses, si on veut, puisqu'il y a d'autres tentatives de libération qui, elles, évidemment, n'ont pas réussi. On peut penser ici, évidemment, à l'oppression que vivent à cette époque les Irlandais et aussi les Écossais qui ont subi des échecs militaires importants au 18e siècle. Montréal, à cette époque, est une ville multiethnique puisque les Canadiens d'origine française représentent une portion importante de la population, mais il faut aussi comprendre qu'il y a de nombreuses autres nationalités qui coexistent sur le territoire de Montréal. Ce principe des nationalités va donc stimuler la création d'organisations qui veulent représenter les intérêts de ces différentes nations. Et donc, à la même époque, en 1835, il y a une société qui est créée pour représenter les Écossais, c'est la Société Saint-Andrew. Quelques semaines avant la création de la Société Saint-Jean-Baptiste, les Irlandais se réunissent eux aussi dans une société nationale, la Société
Saint-Patrick, et c'est de là qu'origine le fameux défilé des Irlandais de Montréal qui se produit au mois de mars. Donc, quelques semaines après cette fondation de la Société Saint-Patrick, l'idée de doter les Canadiens d'une fête nationale va aussi émerger. Elle sera développée par Ludger Duvernay et celui-ci va donc, pour la première fois, tenter de réunir les Canadiens sous une organisation patriotique qui va plus tard s'appeler la Société Saint-Jean-Baptiste. Alors, quelques mots pour dire qui était le fondateur de cette société, Ludger Duvernay. On peut le considérer, je pense, comme le premier intellectuel du Canada. Il a consacré sa vie à la diffusion des idées, puisqu'il était propriétaire du journal La Minerve, et son journal était l'expression du Parti patriote. Il est aussi celui qui a édité les premiers livres publiés au Canada. Et il faut savoir qu'il a été emprisonné à 3 reprises pour avoir défendu la liberté de presse. Et il a finalement été élu député en 1837. Mais il n'a jamais pu siéger au Parlement puisque, à cause des rébellions, il a dû s'enfuir aux États-Unis pour échapper à la répression militaire. Et donc, Duvernay s'est imposé dans l'histoire de la société québécoise par son esprit d'entreprise, son inébranlable détermination à bâtir des institutions qui servent son pays. Il était épris de valeurs démocratiques et toute sa vie, il a cherché à répandre les idées libérales dans le peuple. Alors, homme de conviction, Duvernay s'est battu pour l'indépendance du Bas-Canada et il n'a pas hésité à compromettre sa carrière et son confort pour vivre à la hauteur de ses idées. Alors, ce projet de créer une société pour défendre les intérêts du peuple canadien va être annoncé publiquement dans La Minerve du 24 avril 1834. Et là, Duvernay lance un appel pour la constitution de sociétés patriotiques. Je vais vous lire cet extrait qui est la base, l'inauguration de la Société Saint-Jean-Baptiste. Je cite, « Formons des sociétés patriotiques qui soient comme le foyer d'où sortiront les lumières qui doivent guider nos compatriotes. Que dans les cités, les vrais patriotes se rassemblent dans un local désigné et que là, dans le calme et la réflexion, on discute des meilleurs moyens pour remédier aux maux que nous prévoyons. Que les membres les plus éclairés se présentent à chaque réunion avec un discours pour proposer à leurs concitoyens de nouvelles idées, ranimer le feu sacré de l'amour de la patrie, éclairer les conduites de nos gouvernants et louanger ceux qui défendent nos droits. Que cette association patriotique se propage dans les villages, que de nombreuses ramifications s'étendent jusque dans les campagnes, y portent la sève précieuse de l'amour de l'indépendance et qu'en éclairant les habitants, elle leur inspire les meilleurs moyens de la conserver. On voit ici bien affirmer les deux objectifs que vise Duvernay par la création de la Société Saint-Jean-Baptiste, en faire un outil de promotion de l'indépendance et éclairer les citoyens pour rendre le peuple meilleur. Alors, cette idée de fête nationale va s'enraciner progressivement et Duvernay, pour mettre sur pied une organisation qui va surveiller les festivités et les organiser surtout, va fonder le 8 mars 1834 à l'Hôtel Nelson une première organisation qui va s'appeler Aide-toi et le ciel t'aidera. Cette
ce titre, cette appellation s'inspire d'une société semblable qui existait en France à la fin des années 20 du 19e siècle. Cette société française, je le rappelle ici, est fondée ou est liée, en tout cas, à la franc-maçonnerie. Et donc, cette hypothèse selon laquelle Duvernay aurait été influencé par la franc-maçonnerie trouve un certain fondement sur le plan empirique. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette société qui est le creuset de la Société Saint-Jean-Baptiste? Eh bien, il y a des réunions le premier samedi de chaque mois, et dans le cadre de ces réunions, un orateur présente un texte, un essai politique ou littéraire. Ce qui est intéressant aussi et qui montre l'influence de la franc-maçonnerie, c'est que les participants à cette réunion s'engagent à garder le secret sur les discussions et les idées qui étaient exprimées. On peut aussi continuer à explorer cette mise en place d'une institution nouvelle et on peut considérer la première manifestation, disons, publique de cette activité patriotique, puisqu'il y aura le 24 juin 1834 un premier banquet de la Saint-Jean organisé par Duvernay. Ce banquet se tiendra dans les jardins de l'avocat John MacDonald, à l'endroit où fut érigée plus tard la gare Windsor. Une soixantaine de convives vont répondre à l'appel de Duvernay et parmi, disons, les plus connus, on y retrouve Georges-Étienne Cartier, Louis-Hippolyte Lafontaine, Charles-Ovid Perrault, le docteur Edmond O'Callaghan. Donc, on voit bien ici qu'il y a des participants qui sont à la fois canadiens et irlandais. Cartier, Georges-Étienne Cartier, va entonner pour la première fois une chanson qu'il a composée qui s'intitulait Au Canada, mon pays, mes amours. Fait intéressant aussi, ce premier banquet était présidé par le maire de Montréal, Jacques Vigée. C'est donc une belle illustration du fait que, dès l'origine, la SSJB va rallier, regrouper dans ses rangs les leaders intellectuels et politiques de la nation canadienne. Et donc, Duvernay va, à l'occasion de ce banquet, proposer son projet de cimenter l'union du peuple canadien par la création d'une association. Et dans son discours, il va lancer un toast en l'honneur du peuple, source primitive de toute autorité légitime. On voit bien ici qu'il se réfère directement au principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et qui conteste en réalité le régime monarchique britannique, puisque si le peuple est source primitive de toute autorité, le roi ne peut pas détenir ce pouvoir. Donc, il dote, il est celui qui va être le maître d'œuvre de cette fête nationale qui va se perpétuer comme symbole de notre continuité historique, puisque aussi depuis le début de la colonie française, on fêtait la Saint-Jean au Québec en allumant des feux le long du fleuve Saint-Laurent. Et aussi, fait intéressant, à l'occasion de ce premier banquet, Duvernay va proposer d'adopter la feuille d'érable comme emblème national du Canada. Voilà donc pour la première manifestation publique de l'existence de cette organisation et de ce projet de célébrer le peuple canadien. En 1835, une autre célébration aura lieu. Celle-ci aura lieu à l'hôtel Rasco et il y aura à ce moment-là plus d'une centaine de participants qui vont participer au banquet présidé par Denis Benjamin Vigée. Fait aussi intéressant, en 1835,
On va, après le repas, chanter la Marseillaise et Duvernay va, dans ses discours qu'il fait à chaque occasion, exprimer son espoir de voir apparaître une patrie républicaine. Alors voilà aussi un autre élément important de la pensée des patriotes, l'idée que le régime politique doit être un régime républicain, et on voit ici l'influence aussi de la France. Alors, je cite Duvernay qui exprime cette idée de patrie républicaine. J'ouvre les guillemets. Peut-être un jour notre habitant paisible se lassera-t-il du joug pesant du roi. Donc, il incite en quelque sorte à la libération du principe monarchique. En 1836, il y a aussi un banquet qui est organisé. Et à ce moment-là, on va célébrer le mouvement national irlandais, puisqu'on va chanter les louanges de O'Connell, qui est le libérateur de l'Irlande. On va aussi parler de l'indépendance des Américains et on va montrer que les patriotes, dans leur travail à la Chambre d'Assemblée, à l'Assemblée législative, représentent fidèlement les intérêts du peuple canadien. En 1837, la célébration de la fête nationale va connaître des dissensions, puisque à ce moment-là, le mouvement patriote est divisé entre deux factions, une qui est plus radicale et qui incite à prendre les armes, et une autre qui est plus modérée. Donc, il y aura deux banquets à Montréal. Le premier présidé par Denis Benjamin Vigée, qui réunissait les partisans de Papineau, qu'on peut classer comme dans la tendance radicale, alors que le deuxième se réunit sous la présidence de M. Audry avec M. Bédard, Parent et Cuvillier. Et bon, on voit déjà ici que ces leaders dits du mouvement patriote, plus tard, vont être plutôt des collaborateurs du régime britannique. Alors, évidemment, les rébellions de 37-38 vont interrompre cette jeune tradition, puisque les leaders patriotes doivent s'exiler aux États-Unis. Aux États-Unis, Duvernay va tenter de maintenir cette jeune tradition à Burlington en 1839, mais ça n'aura pas autant de succès et d'importance, puisque là aussi, en exil, les patriotes sont déchirés entre l'idée de combattre par les armes en envahissant le Canada ou de chercher, avant de le faire, de chercher des appuis soit aux États-Unis ou soit en France. Alors, ceci nous oblige à considérer qu'il y aura une deuxième fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, et il faudra donc attendre que Duvernay revienne d'exil pour relancer ce projet d'organisation qui représente les intérêts de la nation. C'est d'autant plus important après l'échec des rébellions et l'imposition de l'acte d'union qu'à partir de ce moment-là, les leaders du Parti patriote sont dévalorisés, déconsidérés, ils sont en exil. La société canadienne n'a plus ce qu'on pourrait appeler ses leaders naturels, et il y a l'Église qui va s'imposer comme source de pouvoir au sein de la société canadienne, dans la mesure où l'Église catholique a toujours collaboré avec l'occupant, a toujours tenté de freiner les ardeurs patriotiques, et donc elle prendra le leadership de la société canadienne, puisque à cette époque-là, ce qu'on pourrait appeler le leadership civil est dévalorisé. Duvernay va donc revenir d'exil, et il est toujours plus convaincu que l'unité des Canadiens français, comme on s'appelle à partir de 1840, que cette unité des Canadiens français est nécessaire et qu'elle doit être construite à l'intérieur d'une organisation non partisane, puisque les partis politiques
ne peuvent plus avoir une autonomie d'action. Les partis politiques représentant, je veux dire, les intérêts des Canadiens ne peuvent plus avoir d'autonomie d'action parce que dans le cadre du Canada uni, le peuple canadien est mis en minorité sur le plan de sa représentation législative. Il y a à peine une trentaine sur les 84 députés qui siègent au Parlement du Canada uni, il y a à peine une trentaine de députés qui représentent les Canadiens français. Tous les autres, évidemment, représentent les citoyens du Haut-Canada et les citoyens anglophones du Bas-Canada. Donc, il n'est plus possible d'avoir une organisation politique qui soit au service de la nation canadienne. Ces partis, maintenant, vont surtout servir les intérêts du Canada uni et non plus les intérêts du Bas-Canada. Alors, c'est donc dans ce contexte politique que Duvernay reprend le flambeau et va convoquer une assemblée de refondation le 9 juin 1843 dans les salons du marché Sainte-Anne pour préparer la fête de la Saint-Jean. Alors, c'est à partir de 1943, donc, qu'on va réorganiser sur une base permanente cette société Saint-Jean-Baptiste. On va donc commencer à penser à préparer des statuts et règlements, et ceux-ci seront adoptés dans le cadre d'une assemblée générale. Il y a évidemment des changements majeurs qui vont se produire dans les orientations de la Société Saint-Jean-Baptiste. On l'a vu précédemment, le but à l'origine était de promouvoir l'indépendance du Québec et de favoriser l'éducation populaire. Parce que c'est par les Lumières qu'on peut se libérer des préjugés, c'est par la connaissance qu'on peut comprendre les intérêts du peuple. Donc, cette préoccupation de l'éducation n'est pas propre à Duvernay, c'était un objectif qui visait aussi le Parti patriote. On avait essayé disons, au début du 19e siècle, de créer des écoles laïques. La laïcité était un des principes de base du mouvement patriote. La séparation du temporel et du spirituel, la séparation de l'Église et de l'État était un des objectifs que visaient les patriotes au Canada. Et on avait voté une loi pour mettre en place des écoles financées par l'Assemblée législative. Mais ce projet va être, disons, enrayé, bloqué par l'Église qui, elle, va essayer de prendre le contrôle des écoles dans les rangs ou dans les villages. Donc voilà, dès le départ, cette idée-là, les patriotes la soutenaient, à savoir un système d'éducation laïque pour éduquer le peuple. Cette idée-là va évidemment être poursuivie après 1840, après l'imposition de l'acte d'union, mais c'est la Société Saint-Jean-Baptiste qui va se fixer ce mandat de rendre le peuple meilleur par l'éducation. Et donc, à partir de ce moment-là, on voudra se libérer par l'acquisition de connaissances. Un autre objectif qui va apparaître, qui était moins évident dans la première association, c'est de soutenir ses concitoyens, c'est de développer une politique caritative pour venir en aide à ceux qui subissaient les contre-coups du sort. Et ça, cette idée-là a été développée aussi par Duvernay parce que celui-ci avait connu en exil la misère. Et il avait connu le dénuement. Et il avait aussi essayé d'aider ses compatriotes en exil avec lui qui étaient dans des états financiers plus périlleux. Donc, cette expérience
personnel va l'inciter à poursuivre cette mission de société caritative pour venir en aide aux Canadiens français. C'est un désir d'entraide mutuelle qui va persister jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a encore une branche de la Société Saint-Jean-Baptiste qui est constituée par une compagnie d'assurance. Alors, évidemment, ce n'est pas le même état d'esprit qui va présider la deuxième fondation. Les patriotes qui reviennent d'exil doivent s'insérer dans un jeu d'alliance où ils ont perdu toute autonomie. Ils ne peuvent plus avoir des institutions qui reflètent adéquatement les intérêts de la nation canadienne. Donc, on va avoir ici une transformation, on va assister à une transformation de l'idéologie dominante, puisque on le sait qu'avec les patriotes, le nationalisme avait une dimension essentiellement politique. Ce nationalisme visait à construire un pays indépendant, républicain et laïque. Ce n'est plus le même projet après 1840, puisqu'à ce moment-là, pour faire ce projet, il fallait compter sur une majorité de députés à l'Assemblée législative. Et donc, après 1840, on va assister à un virage vers un projet de survivance culturelle de la nation. La nation canadienne-française va à ce moment-là se replier sous le leadership de l'Église et va adopter comme ambition de préserver la langue, la religion, la culture et les traditions. Donc, cette élite patriotique va être obligée donc d'accepter, de faire allégeance au régime de l'Union et donc va progressivement délaisser son projet d'indépendance nationale pour tenter de défendre l'identité canadienne-française dans le cadre des institutions britanniques. Autrement dit, si les patriotes étaient orientés par des objectifs révolutionnaires, par la suite, ils vont être plutôt orientés par des objectifs, disons, réformistes, en cherchant à tirer le meilleur parti possible des institutions britanniques. Alors ça, c'est un effet, évidemment, de la mise en minorité politique du peuple canadien. Cette mise en minorité politique a aussi pour effet d'engendrer des dissensions, des conflits au sein même de la nation canadienne-française, puisque ces leaders vont se partager par la suite entre le Parti conservateur et le Parti libéral. Donc, la nation, dans le cadre du Canada uni, se divise. Et à ce moment-là, l'idée de Duvernay, c'est d'utiliser une société patriotique comme la Société Saint-Jean-Baptiste pour réunir en dehors des cadres partisans, pour réunir les chefs de file de la nation. Alors, ce qui change évidemment dans l'organisation de la fête nationale, il y a des symboles qui vont se manifester qui n'étaient pas présents lors des fêtes nationales organisées en 1834, 35, 36. Alors, la première chose qu'on voit apparaître, évidemment, c'est l'emprise que le clergé va désormais exercer sur l'organisation de la fête nationale. D'abord, on introduit dans le protocole de la fête, on introduit la tenue d'une messe solennelle, ce qui ne se faisait pas du tout avant 1840. L'archevêque de Montréal va aussi doter la société d'un aumônier qui va donc présider, être présent dans les réunions de la société. Et on va aussi montrer notre loyauté aux institutions du Canada uni en introduisant dans le défilé des drapeaux de la couronne britannique. Donc, il y a une soumission, disons, symbolique qui s'effectue en introduisant les symboles de la domination de la Grande-Bretagne. Voilà donc cet esprit d'unité
dans le cadre du Canada uni, va induire évidemment un esprit de modération pour éviter que les divergences s'accroissent. On va donc favoriser l'uniformité des prises de position. On va essayer de développer une stratégie de pondération, de modération des ambitions pour ne pas, évidemment, attirer la répression des gouvernants britanniques. Alors, c'est à partir donc de ce moment qu'on va assumer ce changement symbolique qui est aussi un changement de culture politique. Et ces changements symboliques, Duvernay les décrit dans, dans la décoration, par exemple, on ajoute, parce qu'auparavant, la décoration du banquet était essentiellement consacrée à des feuilles d'érable, symbole du Canada. Et là, ben, on va ajouter des drapeaux britanniques, on va ajouter aussi des bannières qui représentent le gouverneur général Metcalfe. Et donc, c'est la première fois que des patriotes honoraient un gouverneur britannique dans le cadre de la célébration de leur fête nationale. Donc, c'est donc un esprit de réconciliation forcée avec la mère patrie qui se confirme aussi par le fait que nos anciens patriotes se mettent à porter des toasts à la reine et à la famille royale. Voilà donc la fondation, la deuxième fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui a évidemment adopté les effets, qui a assumé les effets de la domination politique et militaire et qui va donc par la suite orienter son combat, sa lutte, toujours pour défendre évidemment les intérêts du peuple, mais dans un cadre de dépendance cette fois-là. Et l'idée, le principe de base, c'est affirmer la survivance de la nation et non pas obtenir le contrôle des institutions politiques. Voilà l'essentiel de cette deuxième fondation qui incarne les effets dévastateurs de l'échec militaire qui s'est imposé avec l'acte d'union de 1840. Voilà donc l'essentiel de la fondation, de l'origine de la Société Saint-Jean-Baptiste. Pour la prochaine conférence, je vais vous exposer l'évolution de cette organisation à partir de 1867, l'adoption de la Constitution qui prévaut toujours au Canada. On verra comment la Société Saint-Jean-Baptiste a fonctionné, a réagi à cette Constitution, et on verra aussi comment elle va se structurer progressivement pour étendre ses activités, bien sûr à Montréal, au Québec, mais aussi à l'extérieur de Montréal et du Québec, puisque la Société Saint-Jean-Baptiste se définit maintenant comme une société qui défend les intérêts des Canadiens français. Or, des Canadiens français, il y en aura, bien sûr, qui vont aller s'établir dans l'Ouest canadien et il y en aura qui iront s'établir aux États-Unis, dans les États limitrophes. Donc, cette société va donc essayer d'encadrer la diaspora canadienne-française. Alors, j'espère que vous serez présents pour cette deuxième conférence sur l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Merci de votre attention.